qui il a commandité en fait une étude sur la généalogie des Détans, en lien bien sûr avec celle des Thiard. Et il écrit notamment dans cette première partie de la lettre qu'il a sauvé les archives de la famille, les considérant comme des matériaux précieux voués à la destruction. Et dans la deuxième partie de la lettre, qui est le dernier extrait ici, il écrit « Si mon grand-père n'avait pas donné ordre que tous ces papiers fussent brûlés après lui, qui aurait pu, sinon vous, donc monsieur Pajot, les analyser et inventorier? L'exécuteur testamentaire de mon grand-père me disait son embarras pour faire brûler tous les papiers, sans mettre le feu chez lui. Il en bourra en un fiacre et les porta à une tuilerie des environs de Paris. » Voilà, mesdames, messieurs, pour les siècles antérieurs et les siècles nouveaux, on peut dire que les archives, une grande partie ont été brûlées. C'est un beau destin. Mais vous allez me dire, que reste-t-il aujourd'hui des archives? Parce que finalement, il y a eu un versement d'un fonds qu'on peut retrouver. Et vous allez voir qu'on retrouve quand même un certain nombre de documents, voire d'autres sources que les fonds auxquels nous avons déjà eu affaire, que sont le fonds Jourdain ou le fonds des Temps aux archives nationales. Donc, que nous reste-t-il des archives du 19e, 20e siècle? Aux archives nationales, vous allez avoir des inventaires, des correspondances multiples, des pièces de comptabilité, des factures de fournisseurs, un faire-part de mariage, vous verrez lequel, des mémoires de travaux et principalement des articles de presse également. Dans ces archives, je vous ai mis quelques-unes, alors pardon pour les photos qui ne sont pas magnifiques, mais entre les lumières des salles d'archives et les documents qui sont quand même pas très éclairés, c'est certain qu'on a un peu de difficulté. Le premier extrait ici, c'est l'état général du mobilier du château de Pierre et autres effets qui se trouvent dans la basse-cour et dépendance. Ce texte-là date d'avril 1803. Vous avez un autre extrait, c'est le faire-part de mariage, ici, au milieu. Le faire-part de mariage de Blanche de Thiard, donc la fille d'Auxone Théodose de Thiard, qui va donc épouser Ludovic, au maire d'Étampes. Et ce mariage a lieu le 23 décembre 1824. Et puis, on va trouver un extrait, enfin une quittance, signée de la main d'Auxone Théodose de Thiard, qui en fait doit de l'argent au traiteur du mariage de sa fille. Alors préparez-vous, je ne vous ai pas fait la liste des plats, mais sachez qu'il y a 69 types de plats et boissons pour le dîner de noces. Ça va lui coûter 1184 francs 50. Donc voilà, c'est très très précis. Alors qu'est-ce qu'on a en entrée? Je vois si c'est servi en entrée, mais en tous les cas ce sont les premières lignes. On trouve des glaces, des biscuits glacés avec des verres de punch au rhum chaud. Évidemment, on est en hiver, Charles le fait. On continue ainsi de suite avec le turbo, le saumon, le roast beef, les bécasses rôties, etc. Je vous en passe. Il y a une quantité phénoménale de viande, de poisson, c'est énorme. Vous allez me dire quel intérêt pour la vie du château? Enfin, pour le sens du château, l'histoire, c'est de savoir qu'on a eu un grand repas de noces au château, au mariage de monsieur. Et vous verrez, à la fin, j'expliquerai quelles sont les pistes de recherche, bien entendu, que j'ai soulevées, extraites, en tous les cas, de ces différentes sortes d'archives. Et puis, sur les archives nationales, on trouve aussi des factures anciennes. Et là, en fait, c'est le trousseau de Blanche de Thiard qu'elle commande. On a des linges, des vêtements, et on voit que notamment, enfin j'espère que vous voyez mieux, non peut-être pas, mais c'est des fournisseurs à Paris. Voilà. Sachez qu'ils se fournissent beaucoup à Paris, y compris notamment dans les futurs travaux du château, où on fait venir des glaces, on fait venir des caisses complètes en provenance de Paris. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver, quelques exemples aux archives nationales. Et puis, on trouve d'autres archives aux archives départementales. Notamment la correspondance d'Auxone Théodose de Thiard et d'autres encore. Il y a beaucoup de correspondances, beaucoup de lettres à différents destinataires. On a aussi ces documents sur la carrière. On a une sorte de relevé de carrière, tous les postes qu'il occupait, tous les grades qu'il a obtenus. On a aussi des actes notariés. Il faut aller les chercher spécifiquement. Ils ne sont pas dans un fonds unique. Il faut aller chercher dans les fonds des notaires de département. Et notamment de Pierre de Bresse.
Et on a aussi quelques factures de fournisseurs, essentiellement pour la vie au château. Il faut savoir que dans les extraits de lettres de Théodose, nous avons sa correspondance avec Monsieur Paget, alors peut-être voire même père et fils, avec qui donc il fait part des travaux qu'il envisage au château. Alors, il en fait faire beaucoup. Et on a notamment des extraits d'une note trouvée donc, dans les carnets de Thiard. C'est une note qui est adressée donc, à Jean-Quentin Paget toujours, qui date du 7 mars 1813, et dans laquelle, donc ici, on va parler, en fait, c'est une note pour la Grande Grille. On rejoint un peu le chantier de ce matin, la Grande Grille et l'objet aussi de cet après-midi. Donc pour la Grande Grille, il donne des instructions. Il ordonne notamment de réparer la grille et faire remplacer le couronnement. Vous me direz par quelque chose de neuf, vous allez comprendre que non. Faire repeindre les pilastres et sous-bassements. J'entends par là le mur sur lequel repose la travée de grille. Plusieurs pierres sont fêlées, mais surtout il demande de ne pas reconstruire à neuf, ainsi pas de pieds dessous, point de chapiteau ou encore moins de pilastres neufs. Donc il est très très précis. Théodose, je vais l'appeler Théodose, on écoute un peu le nom. Et donc ce dernier ordonne, vraiment fait beaucoup d'instructions en fait. Et à côté de cela, on trouve, alors un peu plus loin dans les carnets, c'est ça qui est un petit peu embêtant pour ces carnets, c'est que il reprend lettre après lettre, il y en a à peu près une par semaine, si ce n'est pas deux par semaine. Ça vient depuis Paris, ça vient de ses déplacements, il peut être à Dresde, il écrit, il envoie, et en général, il demande instamment où en sont ses travaux. Et quand vous aurez fini la grille, est-ce que les plâtriers ont fini les mansardes, est-ce que les... Enfin bref, mais ça peut être plus loin. Donc là, on est quelques folios plus loin. On était au folio 33, on passe au 54, et là, j'ai le dessin de la grille. Voilà. Et on a en notation... voilà, le futur, c'est pour la mise en place du couronnement. Alors le couronnement à l'époque, c'est comme Annie Bruget vous l'a dit, il est quelque part au château. Et effectivement, on remploie le couronnement ancien. Alors après, ça peut aussi s'expliquer le fait qu'on ait rangé ce couronnement par le fait que, effectivement, pendant la Révolution dite française, Théodose est vraiment émigré. Alors, un petit bémol sur la résidence des Thiard au château, ils sont quand même aussi beaucoup aux environs de Paris, où ils ne demeurent pas tout le temps au château. Et donc ça laisse quand même le château dans un état un petit peu particulier, mais c'est très souvent, et dans d'autres circonstances, ils planquent leurs objets les plus précieux. C'est le cas au passage de troupes en 1814, où ils vont trouver des cachettes, ils vont même enterrer dans le parc, creuser dans le parc des trous, et enterrer des éléments pour que les soldats ne puissent pas les trouver. Donc vraiment, ces carnets sont pleins de ressources disponibles, mais parfois très compliquées à comprendre, parce que parfois annotés, parfois barrés, c'est le signe que les travaux ont été effectués, et c'est de manière très disparate dans ces carnets. Alors on a à la fois deux formes de cette correspondance. On a les carnets de notes, parce que vous entendez bien que avant 1916, les lettres originelles, elles ont été cramées, brûlées par le père, voilà. Et que par la suite, lui, il lui reste ses écrits. Qu'est-ce qu'il veut faire à son régisseur de domaine. Et de ce fait, on n'a que des choses un peu partielles, des éléments qui ne sont pas suivis, mais c'est des notes qu'il a reprises dans ses carnets. Et puis on a des lettres originelles. Et ces lettres, elles sont plutôt à partir de 1816, elles ont bien été gardées par le monsieur... Paget. Voilà. Donc ça, c'est pour les différents types de travaux, mais ils ont fait faire beaucoup, donc je n'ai pas tout marqué. Et puis ici, un autre exemple de dessin qu'on va retrouver dans ces carnets. Vous allez voir que ça pose un certain nombre de questions. Notamment, donc c'est un plan à main levée, vous voyez tous, qui montre en fait où l'on doit placer la barrière qu'il souhaite mettre en place, notamment donc, du côté de la terrasse, se serait située donc ici. Si vous avez des marques, en fait, des barrières, là où elles doivent être. Alors c'est clair qu'on dirait qu'elles sont dans les tours, mais c'est un peu particulier. Et ils souhaitent mettre en place la balustre en fer derrière l'aile nord.
Ici, vous avez balustre en fer, entre autres. Hein. Ici, la présence d'un grand marronnier. C'est le chêne. Non, il a marqué le grand marronnier. Je vous le jure, c'est comme ça. Le grand marronnier. C'est promis le grand marronnier. Après, on a d'autres mentions. On a notamment Madame de Jaucourt, qui est dans la tour ici. Et puis là, inscrit en tout petit, c'est la tour des pigeons. Ici, vous avez la cuisine. Voilà, ici, les mentions de fenêtres. Et il met ici, là où doit être la barrière. Et puis ici, il y a la salle à manger. Voilà, donc ce plan, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il signifie? En fait, il va avec des instructions, bien sûr, et il prévoit donc la confection de barrières destinées donc à fermer la terrasse du salon ovale. L'une sera placée donc à droite du vestibule en sortant du château, de manière à ne pas gêner le jeu en la jalousie de la grande porte et la première fenêtre de la bibliothèque. Salon ovale, bibliothèque, ce que Madame Ruget, et je le retrouve après dans les écrits, a nommé la Pennsylvanie. Donc on peut au moins caser ces deux pièces-là. Le salon ovale, c'est plutôt facile, il est ovale. La Pennsylvanie, maintenant, on est sûr quasiment que c'était aussi la bibliothèque, mais la pièce a pu avoir d'autres destinations, d'autres usages. En tous les cas, il rajoute que l'autre barrière, n'est-ce pas, sera placée. Pardon, j'ai perdu le fil. Sera placée en la tour, au coin en la tour de Madame de Jaucourt, dans l'endroit le plus étroit, par conséquent un peu plus loin que la cage des pigeons de mon père. Donc on sait que là, il y avait une tour, enfin, il n'y a pas de tour, il y a une cage à pigeons, et qu'en fait, ici, on est dans la tour de Madame de Jaucourt, qu'elle occupait. Au moins à cette époque, qui est 1813, en avril 1813. Donc c'est vrai que ça pourrait être contradictoire avec ce que dirait Madame Annie Ruget, mais il faut savoir quand même qu'on est à quelques bonnes années d'écart, et qu'entre-temps, il y a eu des événements, et notamment le décès du père de Théodose, puis en 1810, et enfin en 1813, le décès de sa mère. Et on s'aperçoit au fil des textes qu'en fait, il va récupérer la majeure partie du château à son profit, éjectant probablement ses demi-sœurs de ce dit château. Voilà. Mais elles sont mariées, donc elles sont probablement avec leurs époux, elles n'ont pas forcément, elles peuvent être aussi résider et venir de temps en temps au château. Il n'y a pas forcément de problème entre deux familiaux. Mais les textes, quand même, nous montrent qu'en réalité, il y a quand même un inventaire qui a été fait au décès donc, de Madame de Bissy, et qu'on va redistribuer une partie des pièces du château à ce moment-là. Et y compris en 1810, où peut-être on a interverti, switché les appartements des uns et des autres. Ce qui peut paraître un peu plus aisé quand on sait qu'en fait, on n'y réside pas tout le temps au château, qu'on y revient, qu'on fait déposer les paillasses, qu'on les fait monter dans les garde-meubles, qu'on met les meubles autre part, qu'on change de place les meubles, qu'on change même les cheminées de place. Bref, on fait beaucoup de travaux. Et donc les destinations des pièces, à savoir où est Madame de Jaucourt, bon là on le sait en 1813, mais où est-ce qu'elle est avant en 1810, je ne peux pas vous le dire. Elle était peut-être ailleurs. En tous les cas, il y a quand même quelques indices, et c'est un peu tout l'enjeu aussi de ces textes, de cette correspondance, et de savoir comment on va pouvoir donner une destination aux différentes pièces. Et c'est un petit peu compliqué, je vous l'avoue. Et puis, il y a le grand sujet, le parc. Alors, dès 1806-1808, il investit le parc. Il crée des allées nouvelles. Il en supprime. Et là, en prime, dans son carnet, il nous met un petit plan. Alors, c'est très gentil à lui, où il nomme quelques-unes des allées. Et donc, je vais essayer de vous les nommer. Vous avez ici l'ancienne allée des Peupliers. Ici, la grande allée de l'Étoile. Ici, il précise qu'il y a le beau chêne. Une autre allée ici est vendue à Tupin. Une autre allée ici même à Monsieur Bon. Allée vendue, on peut se poser la question, une allée de sa propriété
propriété qu'il vend. Que vend-il exactement? Bonne question, à laquelle j'ai peut-être une réponse, mais je vais peut-être la garder un peu pour la fin. Disons qu'on a tous ces éléments. Ici, vous avez l'allée du tour du parc. Et puis, à noter ici, vous avez un tumulus. Alors, nous sommes partis tout à l'heure faire un tour du parc. Et je me suis posé la question où il est ce tumulus. Du coup, j'ai pensé à quelque chose, mais ce n'est pas du tout une certitude, bien sûr, mais c'est une question peut-être en suspens. Il y avait une glacière jusqu'au XVIIIe siècle. Où était-elle? Elle était en partie enterrée. Est-ce que ce n'est pas le tumulus de l'ancienne glacière qui aurait été situé là? Mais j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, le terrain aujourd'hui ne me paraît pas contenir un tumulus, mais on ne sait jamais. Voilà. Après, il y a des évolutions dans le parc assez intéressantes et assez importantes. Et on sait qu'en fait, il fait un nouveau plan de son parc. Il l'écrit noir sur blanc. Et ce, à partir de 1808. Et qui va notamment mettre en place l'obélisque dans cette année-là. Et il fait faire les travaux par un certain Friaco. Je ne sais pas qui il est, elle ne précise pas, mais en tous les cas, cette personne s'occupe des soubassements de l'obélisque. Au moins, on peut dater quelques éléments du parc de cette manière. Même si le parc a beaucoup été transformé par la suite et qu'on a beaucoup perdu de ses différentes allées, bien sûr. On n'a pas que les correspondances, évidemment, de M. Théodose de Thiard. On a quelques documents notariés. Et là, on arrive sur des éléments un peu plus récents. Les actes notariés, ici, vous avez un inventaire du 19 mars 1811 qui est passé devant le notaire qui s'appelle M. Simray, qui était à Pierre, évidemment, de Brest, enfin à Pierre, on le dit à l'époque, et qui en fait, c'est un oubli dans un ancien inventaire. Donc là, il s'occupe de la chapelle, et on a, pour rappel, en fait, les ornements de la chapelle en 1811. Ça a un certain intérêt pour l'histoire de cette chapelle, ces ornements. Ensuite, la difficulté aussi, c'est que on a un notaire qui s'appelle M. Grémet, dans lequel la famille d'Étampes passe un certain nombre d'actes notariés. Et malheureusement, je n'ai pas la minute originelle, je n'ai que la transcription au bureau d'enregistrement. Et donc, l'un des documents que je vous présente, c'est en fait la vente du château, qui date du 7 juillet 1902 à Jeanne-Désirée Émilie Baillet, qui est donc la mère d'André d'Étampes. Il faut savoir que le père d'André d'Étampes, Emmanuel, est mort en 1901. Donc le rachat intervient après le décès de son époux. Alors, je vais vous dire, elle rachète le château. Alors, on sait que le château est passé à une branche cousine, n'est-ce pas, hein, de la famille d'Étampes, par rapport à Blanche de Thiard, qui avait, je vous l'avais dit, en 1824, épousé Ludovic Omer d'Étampes. Et en fait, les descendants de Blanche, il en reste une, c'est une femme, et elle fait partie de la vente de 2 juillet 1902. Donc, il y a encore une partie de la branche, on va dire, d'origine de Blanche de Thiard, épouse d'Étampes, qui détient en fait l'usufruit du château. Et pour le reste, on rachète aux différents frères d'Emmanuel, qui est le descendant d'un monsieur qui s'appelle Armand d'Étampes. Et Armand d'Étampes était en fait le frère de Ludovic Omer d'Étampes. Voilà, et c'est un acte qui précise ce qu'on vend, exactement, évidemment, la destination de ce château. Donc c'est un acte qui permet en tous les cas de savoir pourquoi on est passé d'une branche à une autre, et qui permet aussi de montrer qu'il y a eu beaucoup de propriétaires en fait. Il n'y a pas eu qu'une seule personne à la tête de la propriété. Et Émilie Baillet, elle meurt en 1920, et vous avez d'autres actes qui sont présents chez ce notaire, dont j'ai retrouvé la transcription, donc je sais ce qui a été partagé. Par contre, il y en a d'autres, forcément, que je n'ai pas pu retrouver. Et ce qui est dommage de ne pas avoir la minute originelle, c'est de se dire que peut-être on n'a pas noté tous les actes précédents d'antériorité de la propriété qui pourraient me faire remonter d'autres notaires. Voilà, donc c'est un peu la difficulté. Ensuite, là on a terminé aux archives du département, hein, quelques types de documents qu'on peut retrouver et l'intérêt qu'ils ont pour l'histoire du château. Et ensuite vient le gros sujet, c'est la médiathèque du patrimoine qui se trouve à Charenton-le-Pont pour ceux qui ne connaissent pas, et la DRAC. Là vous avez des plans.
les correspondances pour le classement et la restauration des bâtiments, des devis, des mémoires de travaux, et on a une iconographie remontant jusqu'en 1945. Avant c'est un peu compliqué. Je vous montre quelques exemples assez rapidement, mais de ce fait, on a surtout des vues de façade, quasiment pas de vue intérieure. C'est ça qui est un peu dommage. Et pourquoi ces photos datent de 1945? C'est tout simplement parce qu'en 1944, après le passage des Allemands qui ont brûlé en fait le commun nord du château, il y a eu une demande d'indemnisation du comte d'Étampes. À l'époque, c'est André. Et André, en fait, demande l'indemnité de dommages de guerre pour la réparation de son commun. Et puis, au passage, la DRAC lui propose de classer le monument. Cependant, il n'est pas très chaud, parce qu'il n'a pas forcément les moyens d'entretenir le château. Et vous verrez qu'à l'époque, sur ces façades, vous avez encore ce qu'on appelle les persiennes, les volets qui clôturaient en fait les fenêtres. Et sachez que j'ai un très grand nombre de jalousies qui sont faites par Auxonne, par Théodose de Thiard, et qui demande de poser. Alors il en prend dans les dépendances, il les fait poser au château. Il y a beaucoup de récupération de matériaux, comme on l'a déjà précisé auparavant. Donc les photos, je vous ai mis les plus anciennes. Et puis vous avez un plan du rez-de-chaussée, qui est l'état de 1957. Ce plan, il est relativement connu ici à la conservation de l'écomusée, sauf qu'ici, vous pourrez remarquer qu'il y a des annotations en rouge. Alors ce plan, ça donne un état des lieux en 1957, après le rachat évidemment du château par le département, où on souhaite en fait faire l'aménagement de la maison de retraite qui sera bien sûr faite, mais qu'on installe également dans le château lui-même, et pas que dans les communs. Et ce, on le sait par une lettre de 1958, notamment, M. Berry, qui est l'architecte, il explique comment la maison de retraite pourrait être installée dans le château lui-même. Mais ce projet est en fait abandonné au profit des communs. Et les annotations en rouge, elles ont été marquées par Palazzi, qui est un autre architecte à qui il a confié les plans dès 1958 et qui devait donc déployer les différentes pièces utilisées au château. Et on a la description de ce qu'étaient les pièces avant ce qu'il considérait être comme une bonne idée l'installation de cette maison de retraite. Le projet a été abandonné, mais vous verrez qu'il va renaître de ses cendres. On a les archives évidemment de la conservation ici, on a des articles de presse, on a toute la documentation de l'écomusée, puisque mon étude concerne aussi jusqu'à l'installation de l'écomusée lui-même et son développement. On avait les projets aussi, les différents projets de restauration, les expositions et les plans. Et donc on retrouve exactement le même plan, sauf qu'il n'y a pas les annotations. Et que si à la map on n'avait pas trouvé le texte qui allait avec, on ne comprend pas pourquoi l'un est annoté en rouge et l'autre ne l'est pas en fait. Mais c'est probablement le tout premier plan qui avait été dressé avant d'être envoyé à l'architecte Palazzi. Je ne vous ai pas mis plus d'éléments sur les archives de la conservation parce qu'il y en a beaucoup. C'est un fonds impressionnant et qu'il y a d'autres articles aussi derrière, mais un article de presse, vous savez à peu près à quoi ça peut ressembler. Et justement, la presse, on a été voir les articles audiovisuels. Les articles, on va dire, de la presse audiovisuelle aussi, ou radiophonique et les archives de l'INA. Donc j'ai regardé tout ce qui pouvait concerner le château sur ces différentes archives. Sur les archives de l'INA, on peut remonter à Jean Nouin, une émission radiophonique en fait qu'il avait menée sur le château de Pierre de Bresse. Ce que je ne suis pas certaine, c'est qu'il est mené au sein du château ou pas. J'ai un doute sur la question, c'était... voilà, peut-être vous avez la connaissance de ceci. Et puis, on sait, notamment dans cette presse, alors il y a un site vraiment très très bien fait qui s'appelle Retro News, qui est le site de presse de la PNF. Tout ce qui est paru, sauf quand les journaux n'ont pas pu paraître, vous avez une base de données et vous faites des recherches. Là, je vous ai mis deux extraits de choses peut-être un peu moins connues. Vous avez notamment l'annonce des obsèques, c'est la première image. Du 29 août 1918 du frère d'André d'Étampes,
qui s'appelle Charles, 1918, il est mort à la guerre. C'est vraiment la victime de guerre. Si on regarde les frères d'André d'Étampes et des parents à lui, on a des âges vraiment impressionnants de décès, parce que ce jeune homme-là, en 1918, il n'a que 23 ans. Et on sait qu'il y a des décès un peu prématurés dans la famille. Le comte d'Étampes, André étant le plus connu, mais il y a aussi Hector, qui est mort d'un accident ici à l'âge de 43 ans. Le père d'André est mort à 42 ans. Donc vraiment des décès, on va dire, assez tôt. Et puis, je vous ai mis, alors ça, pour ceux qui ne connaissaient pas le conte, c'est l'annonce des fiançailles du comte André d'Étampes avec Henriette de Lastic, qui est la fille du comte et de la comtesse, enfin du marquis de Lastic. Voilà, en 1929. Le 5 décembre 1929. Il était fiancé, mais on sait qu'il ne s'est jamais marié, donc les fiançailles ont dû être rompues. Donc là, avec la presse, on a accès à des données, on va dire, familiales, des données qui ont trait aux événements du château, qu'ils soient bons ou mauvais. On en a un certain nombre, y compris sur la guerre, la période de guerre, 1942 et 1944. Et puis, dans cette étude, ce qu'on a proposé, qui était un peu novateur, sur lequel moi-même je ne suis pas forcément très à l'aise, on a essayé de recueillir la mémoire vive des personnes vivant à Pierre-de-Bresse qui auraient pu connaître le comte d'Étampes. On a un certain nombre de témoignages, et puis donc on en a fait quelques-uns, j'en ai fait quelques-uns, avec une collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, ce sont des moments un peu forts également de cette étude, c'est de rencontrer des gens qui ont connu ce conte et qui peuvent nous raconter la vie au château. Et notamment, un monsieur très gentil, Jean Rebillard, nous a proposé de prendre quelques vues, peut-être vous les connaissez déjà. J'en ai fait qu'une petite sélection, mais il y en a vraiment beaucoup. Ce sont des anciennes cartes postales qui montrent les événements différents que l'on pouvait avoir au château. Le comte d'Étampes accueillant régulièrement, et notamment ayant fait un festival de gymnastique, entre guillemets, enfin une compétition de gymnastique, avec évidemment, parce qu'il était très catholique, des sociétés, des jeunes issus des temps catholiques. Et puis, voilà, donc c'est l'ensemble des sources auxquelles on a accès. Alors après, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? La limite de ces sources, il y en a quelques-unes, je vous en ai mis quelques-unes. On a des lacunes de temps, notamment sur les travaux. Entre 1837 et 1945, on n'a rien, quasiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé au château. Ni même pour les aménagements intérieurs, et notamment ceux du comte d'Étampes. Sauf que, évidemment, à part les témoignages moraux, nous savons qu'il avait investi l'aile sud du château et qu'il recevait une bonne partie des gens dans la tour du château, qui est donc la plus en avant. Voilà. On a aussi une correspondance qui est partielle. Et puis, on a une difficulté, c'est de reconnaître les pièces du château qui sont citées. Excusez-moi, mais le salon rouge, la chambre verte, la salle à manger, sans dire un étage, sans spécifier où cela se situe. Alors on sait que les appartements de Madame de Thiard sont en face du fer à cheval. Où est ce fer à cheval? C'est plutôt côté parc. On est quasiment sur le fond du parc qu'on a quasiment traversé quand on est allé manger tout à l'heure. Et puis, sur les témoignages oraux, c'est un grand courage que de les faire, mais on est très en faveur du conte, bien sûr, et on est à la limite d'un caractère hagiographique. C'est un symptôme. Surtout, on a des sources indisponibles. Donc les actes notariés les plus récents, soit parce qu'on a un problème de délai de communicabilité, 70 ans ne sont pas passés depuis le décès de M. André d'Étampes, donc je ne peux pas consulter sa succession, même si j'ai fait des demandes un peu spécifiques en la matière pour ne connaître qu'une certaine partie de ces documents. Et puis on est parfois autorisé à les consulter sans une demande préalable. C'est le cas aux archives nationales, notamment de la visite de Pierre Jox au château. Voilà, les archives de son cabinet, a priori, ne sont pas accessibles sauf sur demande. Et pour tout vous dire, j'attends toujours la réponse. Donc je n'ai pas pu les consulter.
Et puis il y a ce notaire Grémel, même de Pierre de Bresse, qui appartient. Alors, les archives avant 1902, ça a été déposé aux archives départementales de Saône-et-Loire. Après 1902, qui sont quand même des actes un peu intéressants concernant la période la plus contemporaine et peut-être éventuellement des travaux, des devis qu'on aurait fait faire, des choses comme ça, auxquels on n'a pas forcément accès. Et puis, un grand sujet aussi qui va rejoindre la fin aussi des problématiques que je peux soulever au travers des études de sources, c'est qu'on a la disparition de certaines images. À l'exemple, dans un des textes de la DRAC, quand on justifie le changement de couverture de la tuile vernissée à l'ardoise, on dit qu'en fait le château était couvert à l'origine par des ardoises et qu'on a un dessin de 1845 qui le montre. Sauf que moi, ce dessin, je ne le connais pas et qu'il n'est pas parvenu jusqu'à nous, donc je ne peux pas vérifier les dires de l'époque. C'est un petit peu dommageable. Donc on a quelques limites au niveau des sources. Au niveau de la méthode, vous l'aurez bien compris, il faut analyser tous les textes et toutes les sources, en faire une tentative de critique des documents. Pour ça, on va éclairer le sens en fait, des documents par une analyse du contexte. Il faut donc croiser les sources, les plans avec les courriers, les mémoires de travaux et les photos qu'on a pu retrouver. On compare des inventaires anciens entre eux avec la correspondance de Thiard. Là, je vous avoue que c'est quand même très compliqué parce que c'est très parcellaire. Et de ce fait, rapprocher aussi, j'ai tenté de rapprocher un inventaire qui a été fait dans les années 80 des papiers peints en fait, du château avec les correspondances du comte et ses chargés d'affaires, car il fait faire beaucoup de travaux de papier peint dans le château et notamment dans l'aile-sud. Et puis, on va essayer de comparer les textes, tout ce que je peux avoir moi comme fond d'archives, avec les conclusions de l'analyse des décors et de l'architecture qui est encore visible ou qui sont visibles aujourd'hui au château. Tenter d'analyser les témoignages oraux en toute objectivité, et puis ensuite déduire des pistes de recherche, ce que j'ai fait. Sur les pistes de recherche, j'en ai soulevé quelques-unes. Nous avons notamment le phénomène successoral du château, grâce au notaire. On peut savoir comment le château est passé de main en main jusqu'à André d'Étampes. On peut faire aussi, ou tenter de faire les portraits des deux grandes familles, les Thiard et les d'Étampes, par la presse notamment. On a idée de quand ils décèdent, comment ils décèdent, etc. On a aussi les événements qui ont lieu au château, qu'ils soient bons ou mauvais. Il y a les passages de troupes, comme je vous disais, on cache des objets, on a même une cachette dans le château, mais je ne sais pas où elle se trouve. Et puis, on sait qu'il reçoit beaucoup. Le château, c'est quand même le domaine politique d'Auxonne, de Théodose. Et de ce fait, il reçoit un certain nombre de personnes. Et notamment, il y a celle qui est connue, c'est Benjamin Constant, mais il y en a une peut-être que vous ne connaissez pas, ou que vous ne savez pas, c'est qu'il a aussi eu comme invité Colson, le peintre Napoléon, celui qui a fait le grand tableau en 1812 de l'entrée de Napoléon à Alexandrie. Ou quelque chose du genre. Donc en fait, c'est Guillaume François Colson qui a peint, c'est ça, l'entrée de Napoléon à Alexandrie, qui avait présenté et exposé son œuvre au salon de 1812 à Paris. Donc Après, il y en a eu d'autres, la duchesse du Maine, dit-on, mais c'est pas sûr, c'est pas si fiable que ça. Et puis, les autres pistes vraiment qui vous intéressent aussi beaucoup, ce sont les focus, le focus qu'on peut faire sur les travaux. Donc, il y a quand même un bon nombre de travaux, je vous l'avais dit. Les aménagements d'Auxonne Théodose de Thiard, donc la reprise en main du domaine après sa période d'émigration. Il met en place un nouveau plan du parc. Il s'occupe régulièrement de l'entretien des communs. Il y installe une cuisine et une salle à manger. Il fait l'aménagement des mansardes de l'aile sud. Et il met en œuvre des papiers peints de cette aile. Et en fait, il fait une rénovation assez importante. Il va aussi s'occuper de la redistribution des pièces du château après les décès des parents. Et voir créer une nouvelle salle à manger. Et puis, il va mettre en place aussi son système de ferme modèle, etc., etc. On a un bon nombre de types de travaux, des aménagements qu'il a pu faire, des constructions, des agrandissements d'une ferme. Voilà, on a quelques devis, on en a notamment un devis là-dessus. Et puis, on a aussi les aménagements du XXe siècle. Le projet d'aménagement de la maison de retraite dans les bâtiments du château, avec un choix final qui se porte sur l'installation dans les communs du château. En 1973, on sait que la maison de retraite est très forte de son succès. Et donc, il faut agrandir à nouveau la maison de retraite.
Eh bien, on reprend le plan de Palazzi et on refait une proposition pour agrandir la maison de retraite au sein du château. Et puis après, eh bien, finalement, on change d'avis parce que là encore, ce n'est pas fait et c'est peut-être aussi fort heureusement pour nous, hein, entre guillemets, parce que ça aurait produit quand même quelques changements au château un peu conséquents. Et puis sachez qu'il y a aussi des projets, parce que en fait, après ces rejets successifs d'agrandissement, on a toujours des ailes non occupées quand même du château. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est leur destination? Et donc, on a quelques petites mentions, pas extraordinaires, mais on sait qu'il y a eu des attentes, des choses qui ont été proposées, notamment en lien avec les musées des arts et traditions populaires, avant même qu'on pense à créer l'écomusée. Et puis, il y a l'écomusée, les travaux et les transformations entraînant des changements importants dans l'aile nord et les centrales. Et pour lequel on a aussi, fort heureusement, le témoignage de M. Rivière. Ensuite, je vais tout de suite enchaîner. Je pense qu'après, ce sera les questions. Vous avez dit 15 minutes là? Ça marche très bien. Ça ira très bien, j'espère. On a la deuxième partie, le volet que ma collègue, normalement, aurait dû vous faire, et puis pour cause de maladie, elle ne peut pas. Donc, c'est moi qui vais le faire. En fait, elle a la partie du recensement des décors intérieurs. Alors, vous allez peut-être être déçus, mais on n'a pas encore tous les résultats d'études, forcément, puisqu'elle est toujours en cours aussi. Et qu'après, il va y avoir aussi des conciliabules entre nous, entre Metex et puis son travail. Sachez qu'en fait, on a mis en place une méthode qui est pour tenter d'y voir plus clair dans la succession des rénovations qui ont eu lieu et pouvoir en fait essayer de connaître d'une manière objective l'authenticité des décors et leur période de réalisation. Pour cela, la méthodologie qu'on a mise en place, c'est de la rigueur, la systématisation de l'approche pour apprécier et évaluer chaque espace de manière objective dans un premier temps. Et donc, on a quelques pièces qui sont concernées, en fait toutes. Voilà, toutes les pièces dans les 3 ailes du château. La dernière étape vise en fait à dégager de l'ensemble les pièces, on va dire, au plus grand potentiel patrimonial. Dans quel objectif? Vous allez le voir, on va créer des fiches individuelles d'identification, de description et de valeur patrimoniale pour chaque pièce sortant un peu du lot. Pour ça, on va mettre en place une nomenclature pour attribuer à chaque espace un repère alphanumérique et avoir un langage commun entre les futurs différents corps de métier qui vont intervenir au sein du château pour la future restauration de cette aile. Vous avez la systématisation ou la répétition de l'approche objective de chacun des espaces qu'on va visiter en tous les cas. Et puis l'identification des pièces par leurs caractéristiques architecturales et historiques. Et enfin, on va établir une hiérarchisation patrimoniale en essayant de pointer, et en essayant plus qu'essayer de réussir, on l'espère, à pointer donc les espaces et les éléments de valeur patrimoniale forte qui feront les nouveaux temps forts du prochain parcours muséal, comme vous l'a expliqué Madame Comte au début de cette conférence. Alors, quelles sont les étapes? Alors voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas forcément hyper visible. En fait, par niveau de plan, on a attribué en fait des numéros de pièces. Comme ça, ça permet à tous les différents corps de métier qui vont se succéder de pouvoir se repérer, tiens, dans cette pièce, haute valeur patrimoniale, etc. On va tenter donc, de circuler au sein du château en mettant de côté toutes les appellations qu'on peut avoir, qui sont plutôt les appellations de l'espace muséographique en l'occurrence. Et puis, ça va permettre, pour les différents corps de métier, ça peut être l'architecte, le service de sécurité, les électriciens, c'est avoir une seule dénomination du niveau de l'aile et de numéroter cette partie. Donc là, vous avez ces 3 exemples. Et puis, on a considéré, par exemple, que les escaliers sur le plan, on a considéré comme un seul ensemble sur 3 niveaux, étant donné qu'ils présentent un caractère homogène, en fait, sur la hauteur de leur développement. On parle de la partie centrale, le grand escalier d'honneur, mais ça peut être aussi le cas de cet escalier que vous avez et donc qui est dans l'aile sud, avec son décor faux joint.
Alors, ici, pourquoi ces 4 pièces? Vous avez en haut à gauche la salle d'exposition temporaire, qui est une pièce entièrement restaurée, pour les besoins d'une salle flexible et neutre, pouvant servir de cadre à tout type de sujet traité. Il s'agit de celle-ci, évidemment. Cette pièce, alors, on a le seul immeuble, on va dire par destination, hein. Quand on parle d'immeuble, c'est par destination, le seul immeuble qui est concerné dans notre étude, c'est la cheminée. La cheminée qui a été donc préservée avec notamment aux arbres de tiare. Donc cette pièce, en fait, elle est de valeur patrimoniale faible, mais comme elle a conservé tout de même un élément qui est, lui, de valeur forte. Essayez de déterminer comme ça, pièce par pièce, vous allez comprendre que ça peut durer un certain temps. En haut à droite, il s'agit d'un bureau qui a été réhabilité dans les années 1985, mais qui a conservé les moulures en plâtre rocaille à la clé de voûte. Bien sûr. Estelle connaît bien, effectivement. Donc là, en bas à gauche, vous avez l'escalier de l'aile sud. Cet escalier, alors, oui. Donc là, pour la valeur forte, on a juste le plafond, hein, vous comprenez, qui est d'une valeur assez forte, le reste ne l'est pas forcément. Ensuite, vous avez donc cette vue de l'escalier monumental de l'aile, dans le décor en faux appareil rose-rouge, interroge sur l'authenticité. On se pose quand même un peu la question. Surtout que certaines zones, notamment situées dans les encadrements de fenêtres, laissent apercevoir des décors peints antérieurs au faux marbre gris qu'on retrouve dans les couloirs desservant l'aile sud. Donc il y a quand même une grosse différence. Alors sachez quand même que le gris est la couleur favorite de Théodose. Hein. Il fait beaucoup de peinture. Et enfin, pour illustrer les espaces dits sans valeur patrimoniale, alors pas forcément par rapport au contenu de l'actuelle présentation bibliographique, hein, vous l'aurez bien compris. Ici, vous avez la galerie dépouillée de tout apparat et des divisions de l'époque d'occupation antérieure, car cette galerie avait été divisée pour abriter des chambres par des cloisons qui ont disparu à la rénovation. Et on en a le témoignage de monsieur Rivière, entre autres. Et enfin, la photo, donc celle-ci aurait été prise au moment de l'ouverture du musée. Voilà comment on essaye de distinguer les différentes pièces et d'attribuer. Et à cet effet, on fait un tableau récapitulatif. Donc je vais passer assez rapidement, mais voilà, vous avez l'aile, le niveau, le numéro de la pièce, l'époque dite principale, c'est-à-dire celle aujourd'hui visible le plus. Alors elle peut être très contemporaine, hein, puisque quand c'est très rénové, comme l'aile centrale. Mais par contre, on va essayer de donner une datation antérieure des différents décors, 17e ou 18e siècle. Et puis enfin, on va essayer de trouver quelle est la valeur patrimoniale. Et pour ça, en fait, on a mis en place un système de couleurs. C'est quand même, on va dire, un peu plus sympathique. Le plan supérieur, vous avez la valeur patrimoniale. Donc, elle est indexée sur l'authenticité de la pierre, l'historicité des décors. On a 2 valeurs. On a décidé de créer 2 valeurs parce que sinon ça aurait été un peu difficile. Vous avez la valeur faible et la valeur forte. Donc en fonction de l'intensité de couleur, la valeur la plus forte étant la couleur la plus élevée. Et puis vous avez la période historique, c'est révéler la chronologie des différents aménagements. Donc on part du XVIIe siècle et on remonte jusqu'à nos jours, avec toujours ce choix de couleurs différentes. Et on va traiter, bien sûr, non pas l'architecture extérieure, hein, mais vraiment les intérieurs, les décors intérieurs. Alors, ensuite, on a un certain nombre de photos anciennes et on a tenté de mettre on va dire, en miroir, en quelque sorte, les photos avant rénovation et après rénovation. Et comme dit ma collègue, c'est un peu le jeu des 7 erreurs. Voilà. Et donc, ici, alors, je vais juste essayer de reprendre le fil parce que je parle tellement de mon père. Pardonnez-moi. Oui, en fait, pour identifier chaque pièce, on va passer aussi par le repérage d'un état antérieur connu, donc par le biais des photos. Et puis, donc soit par des documents figurés, donc comme les photos ici présentées, ou par des traces d'un décor antérieur.
notamment l'escalier de l'aile sud, où on va essayer de trouver comment ça pouvait être avant la restauration qui a eu lieu après. Et enfin, ces informations, elles sont collectées pour créer des fiches individuelles qui vont résumer des informations de manière synthétique et plurielle. Alors, je vous en montre une, hein, c'est un exemple, où vous avez la situation de la pièce sur le plan. Comme ça, vous avez la numérotation afférente, une vue un peu plus rapprochée, des vues actuelles, les documents dits d'archives, puisque les anciennes photos deviennent de l'archive, hein, de toute façon, et puis ici quelques éléments. Après, vous avez une partie très descriptive, on va essayer d'être au plus juste, essayer de, même pas essayer, mais c'est de, voilà, de dire telle partie du décor c'est 17e, même si c'est rénové, hein, a posteriori, on a gardé beaucoup de traces des décors anciens. Et on a refait à l'identique, souvent. Et puis, on va essayer aussi de mettre des ressources documentaires, donc ça c'est mon rôle, mais vous comprendrez que tant que je n'ai pas trouvé les différentes pièces sous Théodose de Thiard, je ne peux pas vraiment dire à quelle pièce on a affaire. Mais bon, j'ai bon espoir quand même d'arriver à quelque chose. Voilà, messieurs, dames. Vous me direz à quoi cela peut-il servir? Déjà, pour la conclusion de la partie historique, c'est que reste-t-il vraiment du château du grand siècle, hein? On peut se poser la question avec toutes ces rénovations. Donc on espère apporter des réponses tout à fait positives. Et puis, pour tout vous dire aussi, dans le projet, enfin on va dire dans ce qu'on nous a demandé, hein, donc cette étude elle est bien menée dans le cadre d'un projet scientifique et culturel qui vise à exploiter l'aile sud du château de Meudon. Donc les deux volets de cette nouvelle étude, elles permettent d'apporter matière à réflexion pour la création d'un nouveau parcours permanent du musée, si je ne me trompe pas, et des usages des espaces du château, en respectant quand même les décors antérieurs. Et puis elles permettent aussi de mettre à jour les connaissances sur le château, notamment sur la période contemporaine. Car beaucoup de choses se disent, mais il faut aussi pouvoir les prouver, pouvoir les confirmer, et c'est ce que j'espère pouvoir faire. Et puis tous les outils synthétiques que nous avons présentés sont issus de notre méthodologie, et j'espère qu'ils auront un usage très très pratique pour la future maîtrise. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il y a tellement de choses à dire. Oui, donc on est un tout petit peu en retard, mais on va pouvoir prendre quelques questions. Je suis désolée, hein, vraiment, mais c'est très compliqué de faire en si peu de temps une étude de 2 siècles. Oui, je sais, je suis toujours trop longue. Je suis désolée. Merci. Bonjour. Alain Cordier. Oui, la question que se posent de nombreux adhérents à l'écomusée, qui est une question plus simple que celle que vous avez en charge, qui est de dater et de donner un niveau d'intérêt au décor intérieur restant. La question qu'on se pose, c'est dans cette journée consacrée à l'histoire de l'écomusée, il faut quand même qu'on aborde le problème de son avenir aussi. Et c'est vrai qu'il y a une inquiétude sur cette aile sud qui n'a pas été restaurée depuis 1956. Donc, il y a eu des travaux. Le département fait beaucoup pour le château de Bresse et fait beaucoup pour le financement des écomusées, ainsi que les autres collectivités locales. Mais il reste une grande inquiétude sur la cohérence globale de l'aile sud. Vous avez tous remarqué, en entrant dans le château, qu'à une époque 19e, début 20e, on y a mis des tirants en fer, se terminant par des S sur la façade, qui a permis, de façon provisoire, une certaine stabilité des murs verticaux de l'aile sud. Cette stabilité, elle est quand même compromise maintenant par des trous importants dans les deux planchers de l'aile sud. Et donc, il y aurait un travail qui est peut-être préliminaire à celui d'une conservation poussée de ces pièces de l'aile sud. Et moi, un travail de conservation précise et de visite de pièces
bien décoré 17e, 18e, évidemment que ça intéresse tous les amateurs de l'écomusée, tous les amoureux du château de Pierre de Bresse, dont on est tous. Mais avant, il faudrait déjà assurer la stabilité du bâtiment de façon très sérieuse et remédier à ces lacunes dans les liens horizontaux qui rejoignent les deux murs. On a quand même un château construit sur un tas d'argile entouré de douves. Donc, les infiltrations d'eau, évidemment, depuis 1956, ça a fait du travail et voilà, il faut se préoccuper d'une cohérence globale du bâtiment. J'en ai parlé une fois à M. Accaré, le président du département, lors d'une visite, et c'est vrai qu'il a été un petit peu impressionné et inquiet à la vision de ces trous dans les planchers. Voilà, qui compromettent la cohérence globale du bâtiment. En bon père de famille, avant de faire les peintures, les moulures, les décors intérieurs extrêmement précis, il faut déjà assurer la stabilité de cette aire sud par une rénovation globale, je pense. De toute façon, moi, voilà, ayant travaillé avec quelques architectes, on fait une étude préalable sur... alors elle a peut-être déjà été menée, on ne pas, on n'est pas menée, mais ça sera une étude préalable avec un état des lieux du château. Ouais. Forcément, il y a un état des lieux du château. Et là, c'est fait par des spécialistes. Après, l'intérêt par rapport à l'histoire aussi, c'est, comme on n'a pas forcément les mentions de tous les travaux de cette aile, c'est de pouvoir essayer peut-être de dater quelques charpentes. Notamment, on parlait de la dendrochronologie, qui permettrait aussi d'éclairer parfois au niveau des phases de construction, plutôt pour les périodes antérieures, bien sûr. Après, par exemple, sachez quand même qu'à un moment donné, le château, il y avait beaucoup de mérules. Et donc, c'est le constat que faisait à l'époque l'architecte en 1957. Le bois était mangé par la mérule, donc il a fallu d'abord s'en débarrasser. Donc, effectivement, l'intérêt de bien connaître les travaux antérieurs et notamment d'aller voir ces fameuses archives de la médiathèque du patrimoine, c'est de pouvoir dire quels sont les types de travaux qui ont lieu, parce qu'il y en a eu forcément, des reprises de couverture, des reprises ici dans les mansardes de l'aile sud, mais effectivement, après, c'est de faire le tour avec un architecte qui va vous dire quels sont les désordres qu'il peut voir et quelles sont les réponses, les raisons en fait de ces désordres d'architecture. Et là, c'est vraiment l'architecte du patrimoine, et puis en l'occurrence, comme c'est classé, c'est de la mainmise de l'architecte en chef des monuments historiques. Voilà ce que je peux vous dire. Mais après, c'est aussi intéressant de se dire qu'il faut préserver les décors intérieurs, parce que c'est peut-être les seuls qui demeurent du XVIIe, XVIIIe siècle aujourd'hui, étant donné que la rénovation a aussi enlevé. Voilà. Mais avant, il faut consolider, on est d'accord, les couvertures, les murs, etc. C'est les seules études. Bien sûr. Et puis peut-être se libérer de ces liaisons métalliques qui sont quand même pas idéales dans un musée qui est chargé de conservation à Londres sur des longues périodes. Ça, il faudrait poser la question à l'architecte. La question de l'incendie est quand même prégnante et ces liaisons métalliques sont une fragilité globale face à l'incendie. Voilà, merci. Mais je vous en prie. Donc si j'ai bien compris, le tout premier projet en fait était pour le château. En fait, il y a les deux. Il y a les deux. En fait, c'est un plan d'ensemble pour les deux. Il y a les communs aussi qui sont désignés dedans. Parce que c'est donc et vous dites qu'à un moment donné, la maison de retraite est agrandie. En fait, c'est ça, si j'ai bien compris. Non, en fait, en 1973, les victimes de son succès, là, ce que dit la drague, et puis en fait, on veut agrandir. Donc, on reprend le plan de Palazzi à noter et on refait un nouveau projet qui ressemble très très fort quand même au projet de la lettre de 1958. Mais du coup, ne sera jamais fait. Non, jamais. Je me suis demandé si à un moment. Alors, je me suis demandé si l'agrandissement ne concernait pas en fait le deuxième commun. En fait. Parce que, alors vous allez rire, mais on avait un peu discuté par rapport au fait au développement de ces maisons de retraite dans un milieu rural. À l'époque, en 1958, voire peut-être maintenant en 1973 justement, il y a un monsieur qui intervient des affaires sanitaires et sociales et qui dit qu'en fait, il vaudrait mieux laisser en place les personnes âgées en ville, chez elles, en ville, plutôt que dans des milieux ruraux. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de... Voilà. Après, il y a peut-être aussi un coût, des transformations importantes, mais ce n'est pas ce que dit l'architecte qui lui dit, moi, on va reprendre... on a des chambres à l'étage, il voulait même mettre l'appartement en fait
du directeur de la maison de retraite dans l'aile sud. Absolument. Il y avait tout un projet. Tout allait cloisonner. Oui, ils allaient recloisonner. D'ailleurs, les cloisons sont disparues depuis. Hein. Mais c'est vrai que, je vous dis, avant, la phase avant, moi les textes de Thiers, ça va jusqu'en 1837. Hein. Après, et j'ai pas tous les travaux de charpente. Je sais par exemple le pavillon est reconstruit. Du coup, je sais lequel maintenant. Merci beaucoup pour ce matin. Ça me permet de. Voilà. Et on reste dans des hypothèses hein, aussi, beaucoup sur les destinations des pièces. Mais quand même, c'est des petites choses se dessinent. Et j'avais une deuxième question, mais elle vient de m'échapper. Les projets peut-être. Oui, voilà. Vous avez mentionné des projets antérieurs à celui de l'écomusée qui pourraient ressembler à un musée. Je sais qu'on en a un petit peu parlé, je ne sais pas si vous avez des infos supplémentaires. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, alors j'ai pas la succession du Comte des Temps, mais j'ai des lettres que sa belle-sœur a adressées à plusieurs conservateurs des monuments historiques et des beaux-arts, notamment à Paris, où en 1956, donc après son décès, elle souhaite en fait mettre en œuvre l'une des dernières, on va dire, les derniers vœux en fait du culte, et ce serait de faire un musée. Sauf que le monsieur de l'époque, conservateur, a dit ah non, ça risque d'être un peu difficile, le château, l'état du château, etc., etc. Donc ça devient un peu. Donc c'est un refus en fait, hein, en 1956. Et puis, comme on refuse l'agrandissement et la présence en fait, de cette maison de retraite dans les ailes du château, finalement on a une sorte de déshérence du château. En fait, on ne sait pas quoi, quelle destination lui donner. Alors par contre, le département est sollicité a priori par une... Alors, j'ai une mention d'une école américaine qui voudrait venir, alors c'est peut-être juste pour un séminaire, hein, par contre, c'est pas forcément quelque chose de prévalent. Et puis, il y a quand même ce lien avec Georges-Henri Rivière. Alors, les rivières, il y en a beaucoup. Hein. Même jusqu'à nos jours, on roule sous les rivières. Voilà. Mais en tous les cas, les années 70, c'est la grande mode des ATP. C'est le début des ATP, quoi, des arts et traditions populaires. Et il me semble qu'il y a en tous les cas, il y a des choses qui sortent à ce moment-là, et c'est peut-être les premiers prémices. Après, il faut que j'étudie un peu plus les éléments, mais c'est parce que, je l'ai dit, c'est en cours. Mais c'est vrai que je pense que l'idée de l'écomusée n'est pas forcément sortie comme ça d'une idée, mais peut-être a germé suite à ces installations d'autres types d'écomusées finalement qui étaient les arts et traditions. Et après, évidemment, il y a les années 80, Pierre Joyce, là, on revient à l'histoire bien connue, mais antérieurement, alors après, par contre, il n'y a pas beaucoup d'autres projets, mais je pense que, voilà, ce côté où cette ressemblance, parce qu'on n'en est pas là, mais après, si, je crois qu'à un moment donné, il parlait de mettre des choses dans la cour du château. Enfin bon, c'est très bon, ça ne tenait pas, quoi. C'était pas vraiment souhaitable. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la prochaine intervention? Excusez-moi, juste, donc finalement, le Comte des Temps, il a accepté Oui, il a accepté le classement, oui. Le classement, pardon. Parce qu'on lui a expliqué que c'était peut-être pas forcément une contrainte, et puis vu l'état du bâtiment, déjà à son époque, c'était quand même... À quelle année il a été 1945. Mais qu'une petite partie. Oui, une partie. Après les années 90, où il y a des oui, après, il y a d'autres, mais vraiment, la toute première démarche, on a les premiers courriers, effectivement... Voilà, on n'a pas le courrier de M. Détemps qui refuse en disant non, on a juste le courrier, je crois que c'est M. Florisson, qui est le conservateur à l'époque à Paris, et qui dit il n'est pas très enclin, mais après avoir discuté et procédé à différents éclaircissements, on a réussi à le convaincre. Puis surtout, il a besoin d'argent pour ses cours. Parce qu'il y a une photo, je ne l'ai pas mise là, mais je ne pouvais pas tout mettre. Mais il y a une photo des Communs sans sa couverture, en l'état de 1945, comme ça, sèche. Voilà. On va bien celle-ci. Alors, il y avait encore une question, je crois. Oui, c'est une question. Peut-être une question
peut-être vous paraître déplacé ou qui n'avait pas d'intérêt. Lors des différentes successions, notamment les différentes dans les actes que vous travaillez, vous ne citez aucun chiffre dans Non, l'achat. mais Alors, je peux le chiffrer. Alors, pour le département, c'est 10 millions de francs. Après, si vous voulez, il y a des partages aussi. C'est pas que chiffrer les montants. Alors après, j'ai les chiffres, hein, puisque j'ai les actes, mais je le mettrai bien évidemment dans le rendu final. Mais là, ça ne me paraissait pas forcément... et je ne les ai pas en tête, hein, parce qu'il y a beaucoup d'actes, il y a des partages entre les frères, il y a de l'usufruit, la nue propriété, c'est pas pareil. Et on paye des soultes aussi, qui sont de l'ordre de 200 000 francs, voire 250 000 francs. Des soultes? Des soultes, oui. La soulte, c'est ce que doit payer en plus celui qui possède la nue propriété à celui qui n'en a que l'usufruit. Et puis alors notamment, alors ça c'est assez amusant, mais du coup, quand on vous parle de croiser des archives, et ça c'est un truc, quelque chose en plus, c'est on a monsieur donc Rivière qui nous indique la chambre de Benjamin Constant dans l'aile nord, il nous la précise au premier étage, à côté du cabinet de la tour. Et du coup, moi j'ai aussi le texte en fait d'un partage entre Hector d'Étampes et André, où on me cite nommément dans l'acte la chambre de Benjamin Constant, et on la situe exactement au même endroit. Le croisement des sources, messieurs, dames. Voilà, donc je sais où se trouve au moins cette chambre. Après, le problème, c'est pas eu le salon rouge, la chambre rouge. Et voilà. Voilà, messieurs, dames. Et vous lirez la suite voilà, dans les 90 pages que je vais donner bientôt au musée avec les photos. L'étude sera mise sur notre site internet. Donc vous allez avoir l'aboutissement de cet énorme travail. En fait. Et puis toutes les sources citées, toutes les mentions extraites des correspondances avec, alors pas le numéro de folio, ça aurait été trop long, au moins avec la cote d'archives. Voilà. Et peut-être la photo aussi, en fonction de l'état de la photo. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Merci à vous.